Bon, déjà, merci d'être là et aussi, il faudra interrompre le ton monotone de la voix, alors poser les questions quand vous... Attendez pas à la fin, c'est ça. Parfois, on se bloque dès le début et puis... Bon, déjà, il y a un premier problème au niveau du titre, enfin, il y a plusieurs problèmes déjà. Il y a un collègue qui m'a fait remarquer que je devrais mettre artificiel LE, là, l'aléatoire artificiel, puis après, en réfléchissant, je me suis dit, mais l'aléatoire, en fait, c'est pas un nom, c'est un adjectif, en fait. Et du coup, ça, c'est un problème, parce que si je veux le mettre en nom, ça deviendrait l'aléa artificiel. Puis l'aléa, en français, c'est pas excellent comme... genre, c'est un peu hasardeux, quoi. Alors que l'aléatoire, c'est plutôt noble. Donc, ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est qu'évidemment, c'était très tentant de le faire, là. Je vais pas parler d'intelligence artificielle, je vais parler d'aléatoire artificiel, ok. Donc, c'est ça. Là, il y a différentes... il y a différentes, on va dire, dynamiques dans les différents domaines, si on est en statistique, en mathématiques ou en informatique. Mais aujourd'hui, là, je vais parler d'aléatoire artificiel, mais voilà, je pourrais en dire plus en quoi, en fait, finalement, ces choses-là sont un peu différentes de ce qu'on fait en intelligence artificielle. Ok, je vais commencer par... bon, ça, c'est comme, on va dire, les étapes. Mais bon, au début, je vais commencer par parler un peu de simulation de variables aléatoires, en fait. Il peut y avoir beaucoup d'hypothèses dans mon exposé aujourd'hui, là. La seule hypothèse que je vais faire, et je vais vous demander de me faire confiance, c'est qu'on sait simuler des variables aléatoires uniformes. Ok, 0, 1. Bon, après, si vous n'êtes pas d'accord avec ça, on pourra parler après. Mais... Bon, en fait, l'idée de cet exposé, c'est venu parce qu'il y a quelques séances du Club Math précédentes, on a dit, oui, mais en statistique, on fait toujours des hypothèses, puis on ne sait jamais comment revenir et comment les valider. Puis en fait, c'est vrai qu'en statistique, quand on fait des problèmes de modélisation, on fait toujours des hypothèses sur l'aléatoire des données. Puis moi, en fait, ce que je veux faire ici, dans cet exposé, c'est de montrer qu'il y a des branches en statistique où en fait, ce n'est pas le cas. Et la branche Monte-Carlo, c'en est une. En fait, je vais faire aucune hypothèse sur l'aléatoire, sauf que celle que je m'impose. Donc à la fin, je pourrais très bien avoir des résultats qui tiennent debout, dans le sens où, si je ne suis pas content avec mes hypothèses, j'ai qu'à les changer. Mais en tout cas, l'aléatoire sera intrinsèquement construit par moi, en fait. Donc c'est pas comme si dans la nature, je prends des données et je dis, bon, je pense que ce processus-là, il vient de ce phénomène que je vais modéliser par un phénomène aléatoire. C'est moi qui construis ici l'aléatoire. Okay. Bon, c'est ça. Alors, bon, on va essayer d'être assez bref, mais... bon, j'ai pas dit ce que je vais faire, mais en fait, là, après la première partie sur l'uniforme 0,1, je vais parler de qu'est-ce que c'est que ces méthodes de Monte-Carlo. Je vais essayer de résoudre quelques problèmes. Et après, bon, ça, c'est la belle partie sobriété computationnelle. On va voir qu'en fait, à l'heure de l'austérité ou à l'heure de, je sais pas, des choses durables, on veut avoir des méthodes qui sont plus économes. Donc c'est là-dessus que je vais conclure. Donc c'est ça, on fait l'hypothèse qu'on a une variable aléatoire là, donc je vais prendre une variable aléatoire réelle dans cet exposé, ça ne change rien si on change l'ensemble. J'imagine que tout le monde est familier avec le concept de variable IID, mais là ce que je vais dire c'est, je vais parler de copie. Okay, je vais essayer d'utiliser des mots qui sont un peu polysémiques, c'est-à-dire qui vont au-delà de simplement de notre champ d'étude. Donc copie, tu sais, j'imaginerais une copie genre un peu manuelle là. J'ai comme cette idée-là derrière la tête. Et essentiellement, ce que je veux dire, c'est que j'ai une variable aléatoire x, mais que, en fait, je vais considérer un vecteur, tu vois, multivarié où chaque marginal, en fait, c'est la même loi et qu'il y a indépendance entre toutes ces variables. Bon, alors qu'est-ce qu'on veut dire par une variable qui est simulable? Peut-être que ça fait vraiment, peut-être qu'intuitivement, vous sentez les choses, mais que, en fait, peut-être que si on essaye de mettre le doigt sur le problème, c'est plus compliqué que ça. Bon, je vais dire qu'une variable elle est simulable s'il y a un programme informatique, je vais appeler simul_x, parce que je suis très créatif, en fait, qui va me retourner un certain nombre de réels, plutôt là j'aurais dû mettre R à la n, disons, ou l'union, bon, peu importe, mais qui essentiellement va créer de l'aléatoire. Okay. Donc, typiquement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si j'appelle cette fonction-là informatique, et que je regarde des événements de ce type-là, donc là c'est des segments, okay, à ce moment-là, eh ben, je vais avoir ce type de propriété-là, c'est-à-dire que l'uniforme qui est généré ici, ben, il est exactement égal à ça. Okay. Donc ça c'est une quantité théorique qui dépend de x, ça c'est une quantité qui dépend de mon programme informatique. Okay. Qu'est-ce que je veux dire par probabilité? Ici c'est bien défini probabilité, là, il n'y a pas de doute là-dessus, par contre cette chose-là c'est pas très très bien défini.
En fait, ce que je veux dire dans cette partie de gauche, c'est la probabilité au sens fréquentiste des choses. C'est quand j'ai une expérience aléatoire, l'interprétation fréquentiste de la probabilité, c'est que la probabilité de cet événement-là, quand je répète plusieurs fois cette expérience-là, dans le long terme, j'ai exactement ce que j'ai à droite. Okay. Donc peut-être que vous dites, bon, simuler une variable, j'ai juste appuyé sur MATLAB ou R et puis c'est bon, mais voilà, il faut se poser qu'est-ce qu'on veut dire par simuler un événement aléatoire. Donc c'est là, je vous disais, là, ce qu'il faut admettre, c'est ça. Donc là, j'ai écrit un programme qui s'appelle simule uniforme, puis j'en ai demandé 2. Okay. Donc voilà les 2 variables que j'ai eues. Puis j'ai fait exprès en fait de mettre beaucoup de chiffres là, parce que normalement c'est censé vous dire comment c'est possible de simuler de l'aléatoire sur des réels. Okay. Bon. On va admettre que mon programme est bien fait et que j'ai exactement cette chose-là qui, mon hypothèse de départ, elle est vérifiée. C'est la seule chose à admettre. Bon, en fait, c'est ça, là. Je l'ai écrit ici avec le petit code, puis ici mon résultat. Et puis ici, en fait, c'est l'analogie, en fait. Bon, c'est ça. En fait, on simule des uniformes. Derrière cette chose-là, là, il y a beaucoup de choses, en fait. On peut le voir un peu comme ça. Dans notre tête, on peut imaginer qu'il y a beaucoup de processus qui se passent, qui sont nécessaires, genre, à créer ce vecteur aléatoire. Okay. Donc on va voir qu'en fait, cette idée d'une usine qui fabrique de l'aléatoire, on va la revoir plusieurs fois dans l'exposé, en fait. Et là, je parle d'une fabrique d'uniformes, là, vous voyez des métiers à tisser. Après, on va dire, ok, est-ce que je peux avoir des fabriques qui font au-delà de l'uniforme, okay. Pour l'instant, c'est sûr qu'on a que des uniformes, mais on peut se mettre au travail avec des uniformes, donc c'est correct. Alors ici, je vais dire comment on transforme l'aléatoire de l'uniforme. Okay. Il y a plusieurs façons là. Dans vos cours de proba, j'imagine que vous avez vu ça. Ou peut-être dans d'autres cours. Si jamais j'ai une variable aléatoire x, fonction de répartition f de x quelconque, là, que je sais inverser, c'est-à-dire que je sais évaluer point à point sa fonction de répartition inverse, en fait, j'ai cette résultat-là qui me dit que si je simule n IID uniforme, que j'applique la transformation de la répartition inverse, je me retrouve avec un vecteur IID suivant la bonne loi. Okay. Donc à la base, j'avais que de l'uniforme sur 0, 1, puis je me retrouve au final avec de l'uniforme qui va pour la loi qui m'intéresse, mais ici, encore une fois, c'est valable que si je peux inverser la fonction de répartition. Okay. On inverse au sens fonction, quoi. Bon, ça, c'est par exemple pour le normal, c'est pas facile à faire. Il y a des méthodes un peu plus élégantes qui existent, comme celle de Box-Muller. Je ne sais pas si quelqu'un connaît ça. Méthode de Box-Muller. Bon. En fait, c'est comment transformer de l'uniforme, de l'aléatoire uniforme à un aléatoire gaussien. Donc, je tire 2 uniformes IID. Je construis cette fonction-là. Okay. Je l'applique aux 2 uniformes et je retrouve une gaussienne. Je retrouve même 2 gaussiennes, en fait. Okay. C'est une preuve mathématique, là. Je veux dire, c'est pas tombé du ciel. Il y a à voir avec la paramétrisation polaire des choses ici. Mais effectivement, me voilà équipé avec une fonction que je sais évaluer point à point, comme un algorithme, on pourrait dire, qui va générer de l'aléatoire gaussien. J'aurais dû amener pour passer les transparents, là. Bon, l'étape d'après, c'est pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué. Effectivement, quelqu'un pourrait dire, ah ok, bon, on n'a qu'à utiliser une infinité d'uniformes. Okay. Donc déjà, il faudrait... C'est la fabrique d'uniformes, un truc assez gros, quoi. Produire une infinité d'uniformes. Appliquer cette fonction-là, okay, et on se retrouve avec une gaussienne. Bon, ça, c'est assez intéressant dans le fond parce que, bon, ça vient du théorème central limite, évidemment. Mais en fait, il n'y a pas unicité de la création de l'aléatoire. Je peux créer de l'aléatoire gaussien de plein de façons différentes. Une façon simple et relativement élégante, c'est de faire celle-là. Une façon horrible, c'est de faire ça. Okay. Puis ça, en fait, c'est au cœur de ce qu'on va voir, c'est que je cherche des méthodes qui vont générer de l'aléatoire, mais de façon relativement économe, quoi. Okay. Bon, et puis, ceci dit, certaines variables aléatoires ne sont pas simulables. Je ne sais pas si c'était clair pour vous, mais on va en voir plein là, dans l'exposé, mais il y a plein de variables aléatoires que je ne pourrais jamais dire, en tout cas avec on va dire probablement une fabrique finie d'aléatoires, créer un mécanisme qui génère un aléatoire de certaines lois. Okay.
Vous avez des questions? Ah oui, ça, ça va être utile pour la suite, là. Bon, on a dit qu'on sait simuler de l'aléatoire gaussien. Ce que je vais dire aussi, c'est que on peut simuler de l'aléatoire gaussien tronqué. Une loi tronquée, c'est quoi? C'est finalement quand j'enlève des parties de la loi. Okay, je pose un événement ou une série une union d'événements. Je dis, ok, je voudrais que l'aléatoire soit gaussienne, mais pas dans certains endroits. C'est-à-dire qu'il y a des endroits où je mets la masse 0. Okay. Donc là, j'ai fait exactement ça. Je vous ai montré ici comment générer l'aléatoire d'une loi gaussienne tronquée. Puis ici, il y a un petit événement. En fait, c'est simple, il faut que je simule des gaussiennes. Et puis si jamais je suis dans mon intervalle qui concerne, si je veux tronquer sur AB, ben, je vais m'arrêter et je vais garder celle-là. Okay. Puis je vais faire ça pour avoir n fois. Vous voyez qu'ici, il y a un piège parce que finalement, cet événement-là, je ne sais pas quelle est la probabilité qui va se produire. Peut-être que pour avoir une gaussienne tronquée, il faudrait que je fasse beaucoup d'essais d'avoir des gaussiennes. Imaginons qu'on prenne une gaussienne tronquée sur 0 epsilon. Bon, la probabilité d'être lucky, ça va être petit là. Okay. Mais c'est un problème. Okay. C'est un problème. C'est-à-dire que là, vous avez une variatoire que je peux simuler, mais je peux la rendre infiniment difficilement simulable. Okay. Bon, là, je vais parler des méthodes de Monte Carlo. Et en fait, là, j'ai besoin de quelques éléments de statistiques. Donc, c'est ça. Ici, là, ce qui m'intéresse, c'est la statistique bayésienne. Alors, peut-être qu'il y en a certains parmi vous qui en sachent un peu plus, mais bon, essentiellement, je ne vais pas me dire grand-chose, mais ce que je veux dire, c'est que mes procédures classiques de statistique, donc procédure d'estimation pour un modèle, incertitude, test d'hypothèse, etc., en statistique bayésienne, grosso modo, là, ça revient à calculer des choses comme ça. Okay. Donc des intégrales d'une fonction h, et ça c'est la loi a posteriori. Ça c'est la grande quantité importante en statistique bayésienne. C'est ce qui va me permettre de faire de l'inférence. Je ne vais pas en dire plus, mais essentiellement, pour une fonction h donnée, mon problème, plutôt n'importe quel problème ici, je peux trouver une fonction h telle que la décision va se baser là-dessus. Donc j'aimerais bien savoir ça. Okay. Et j'en ai pas dit trop sur la statistique bayésienne. Là, je prends un exemple. Si mon modèle, c'est un modèle de position à échelle avec un paramètre de position de moyenne θ et un bruit gaussien, bon, là, j'en dis pas. Il me manquerait des choses là. Si je prends une loi a priori sur θ, donc loi a priori, c'est ce qui me permet de construire cette chose-là. Passons. Essentiellement, là, j'ai réécrit mon estimateur bayésien du paramètre de position, qui s'écrit comme la moyenne a posteriori. Peu importe si ça vous échappe les détails, mais je me ramène à cette quantité-là. Okay. Donc là, vous voyez, j'ai juste pris h égale l'identité, puis j'avais ma loi a posteriori ici qui ressemble à ça. Là, c'est pas bien méchant. Là, bon, il faut peut-être avoir un peu l'œil, mais essentiellement, on voit que c'est simplement l'espérance d'une loi gaussienne de moyenne qui est ici. Donc ça, exactement, je sais que ça, c'est égal à ça. Okay. Donc voilà mon estimateur bayésien dans un cadre relativement simple. Mais c'est ça le problème, c'est qu'en fait, ces choses-là, les cas où on peut les calculer à la main, ces estimateurs, c'est pas fréquent, on va dire. Okay. Surtout depuis que ces méthodes de Monte Carlo se sont développées, les gens ont commencé à avoir des modèles plus sophistiqués et intéressants, qui autrefois étaient insolubles parce que le modèle était entre guillemets conditionné par le fait que je sache intégrer ces choses-là. Okay. Si je ne savais pas calculer à la main, je ne pouvais rien faire. Parce que le statisticien, à la fin, ce qu'il veut, c'est son estimateur. Okay, il veut sa décision, dans le fond. C'est ça qu'il veut. Alors, c'est quoi Monte Carlo? Bon, Monte Carlo, c'est aussi une ville, il y a un casino, là, près de la France. Mais éventuellement, je vais vous dire pourquoi ça s'appelle comme ça. Mais en fait, l'idée ici, c'est de se dire, Monte Carlo, je voudrais estimer cette quantité-là avec une moyenne empirique, okay, type moyenne de Césaro, pour ceux qui sont habitués à ça. Mais où, cette fois-ci, je vais évaluer ici des valeurs de mon paramètre, en fait, qui m'intéressent, à travers un processus aléatoire. Okay. J'en dis pas plus, là, volontairement. Par exemple, un des processus qu'on pourrait utiliser, c'est le processus IID. Okay. C'est ce que les gens feraient quand ils disent « je fais du Monte Carlo ». Bon, ils simulent des choses IID, ils calculent des moyennes empiriques. Mais en fait, ce que je dois dire ici, c'est qu'à la base, cette chose-là, cet estimateur-là, ou cette raille de décision-là,
elle est déterministe. Elle est essentiellement déterministe. En fait, en statistique bayésienne, la différence, c'est qu'on conditionne par rapport aux données, et donc les estimateurs sont déterministes. Les décisions sont déterministes. À l'inverse, en fréquentiste, on considère les données aléatoires et les paramètres fixes. Okay. Donc ici, là, par exemple, cette chose-là, c'est un nombre pour moi. Okay. J'oublie carrément le conditionnement des YI, là, ça devient comme un paramètre. Donc j'ai un nombre, et en fait, je l'estime par quelque chose d'aléatoire. Okay. Mais c'est un peu bizarre parce qu'à la base, ce problème, il n'a rien d'aléatoire. C'est un nombre. Okay. Donc ce que je fais, c'est que artificiellement, là, ça revient un peu à l'histoire du titre, artificiellement, je suis venu mettre de l'aléatoire dans un problème qui était déterministe. Okay. Donc c'est ce que je dis ça, et je le dis ici. Bon, c'est l'idée de Monte Carlo, effectivement, plus on a d'argent, plus on joue, plus on a de chances de gagner. C'est une équation assez simple. Ce qu'on voit, c'est que comme j'essaie d'estimer quelque chose qui est un réel, ou je sais pas, quelque chose qui est déterministe par de l'aléatoire, ben, j'ai aussi des chances d'y perdre. Okay. Ouais. C'est ça. Sachant que de mon point de vue en statistique bayésienne, mon estimateur, c'est un nombre. Okay. Mais je peux utiliser aussi des Monte Carlo dans d'autres types en ingénierie, en finance, en d'autres branches de statistiques, mais là je le fais ici en statistique bayésienne parce que ça s'y prête bien. Bon, j'essaie de vous dire qu'est-ce qu'on essaie de faire en tant que chercheur là. Donc les chercheurs dans ces branches-là, qu'est-ce qu'ils font en fait? Ils cherchent des processus aléatoires. Ils cherchent des processus aléatoires qui ont deux conditions en fait, qui doivent répondre à deux questions. Petit 1, est-ce que je peux être simulé sur une machine? Vous vous rappelez l'exemple de tout à l'heure? Bon. Petit 2, est-ce que je peux avoir des garanties théoriques sur finalement cette chose-là, cette variable aléatoire-là? Je pourrais l'appeler l'estimateur, mais je n'ai pas envie. Là. Vous comprenez pourquoi. Ces résultats, bon voilà, asymptotique, non asymptotique, optimalité, c'est ça qui va nous occuper en tant que chercheur. Okay. Mais il y a quelque chose qui est intéressant, c'est que le 1 et le 2, c'est pas séquentiel, c'est plutôt réflexif, quoi. Ça revient, bon, faut faire des essais-erreurs, parce que j'ai deux conditions ici qui sont pas, c'est pas parce que j'ai le petit 1 que je vais avoir le petit 2, donc tu vois, je dois y aller des deux jambes, là. Bon, j'avais trouvé une illustration que j'avais trouvée assez parlante, je vais essayer d'expliquer ce que c'est. Bon, rendons à César ce qui appartient à César. Bon, ça c'est le révérend Bayes, c'est lui qui est à l'origine de la statistique bayésienne. Bon là c'est un peu austère comme photo, mais je pense qu'à l'époque ils n'avaient pas beaucoup de modèles sur lesquels ils pouvaient calculer les estimateurs, donc peut-être c'est pour ça. Bon, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on fait comme chercheur? Ben, en fait, nous on est plutôt ici, quoi. Puis on parle aussi avec des gens de la fabrique, parce que parfois on dit à la fabrique, produisez cet aléatoire-là, et ils disent non, trop compliqué, ou juste on ne sait pas faire. Ou peut-être qu'on pourrait le faire, mais ça coûterait trop cher. Okay. Donc il y a quand même un rapport de force ici, une négociation. Okay. Donc les mathématiciens cherchent leur processus aléatoire avec leur garantie, ils parlent aux informaticiens et disent est-ce qu'on peut le faire de façon efficace. Puis une fois qu'ils sont arrivés, genre ils ont conclu un deal là, on passe au casino. Okay. Pourquoi on passe au casino? Bah oui, c'est parce qu'une fois que je sais simuler aléatoire, bah, je vais faire mon expérience aléatoire, puis je vais avoir un seul point. Okay. Puis là, bah, j'ai des chances, là, comme j'ai rendu aléatoire un problème déterministe, j'ai une chance d'être un peu loin. Mais n'empêche que ça marche, les méthodes bayésiennes, là, c'est... Enfin, en application, c'est devenu vraiment populaire au cours des, je sais pas, genre des 50 dernières années. Donc, Monsieur Bayes, révérend Bayes, est content de sa postérité. Ok, est-ce que vous avez des questions là-dessus? Excellent. Donc là, je vais présenter quelques petits problèmes de calcul, okay, qui sont créés là, c'est vraiment fabriqué. Et je vais y aller de façon, on va dire, par niveau de difficulté, au début facile, puis je vais y aller à un moment donné où ça va bloquer. Okay. Mais à chaque fois, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller au problème, on va dire comment on peut le résoudre avec ce qu'on a déjà construit, c'est-à-dire quoi? L'uniforme, la gaussienne tronquée. Il y a trois choses qu'on sait faire. Okay. Mais je vais quand même montrer que même quand on arrive à des problèmes difficiles, si le statisticien est suffisamment intelligent, il va pouvoir s'en sortir. Okay. Mais il y aura toujours l'étape du casino, ce qui va nous faire aller à la partie suivante, en fait. Ok. Donc je reprends un peu mon exemple de tout à l'heure, là, sauf que j'ai pris une condition sur les Y qui fait en sorte que ma loi a posteriori, c'est une gaussienne 0,1. Okay.
J'aime aussi faire les choses simplement, donc pourquoi pas se priver. Cette chose-là, bon bah voilà ma décision. J'ai une règle de décision là pour un problème, je ne sais pas lequel. Mais en tout cas, c'est celle-là. Je dois calculer cette intégrale-là. Puis, je n'ai pas de forme fermée connue. Okay. Donc là, faire travailler le statisticien, bon bah lui, la première chose qu'il va dire, c'est ok, IID c'est bien, c'est facile à analyser. Okay. Les choses sont indépendantes et tout. Donc il dit, il suggère cet estimateur-là et donc empirique, on a créé des θ IID gaussiens, normal N01, et on a la chose suivante, il a réussi à faire son petit travail. Okay, donc il a la convergence de l'estimateur, disons, ok, ça y est, je l'ai dit. Il a montré un résultat non asymptotique d'erreur. Vous voyez là, l'erreur, c'est que en moyenne, là, bon, la distance entre guillemets entre ce que je vais calculer et la quantité, c'est en 1 sur t. Okay. Donc ça, c'est bon là. Ça veut dire c'est le minimum qu'on peut demander, c'est-à-dire que bon, je sais qu'il va falloir que j'ai un budget suffisamment grand pour, si je veux avoir une erreur suffisamment faible, en 1 sur t, c'est correct. Donc là, qu'est-ce qu'il faut faire après? Il suffit juste de produire avec l'algorithme qu'on a vu précédemment et de l'appliquer ici. Okay. Bon là, je ne l'ai pas dit, mon nombre existe, là, c'est intégrable, etc. Il n'y a pas de problème. Okay. Donc ça, c'est quelque chose de relativement facile. Exemple un peu plus difficile. Il faut avoir un peu plus d'imagination. Donc je vais reprendre la même fonction h, même décision, mais cette fois-ci, la loi a posteriori a changé. Vous voyez, là, tout à l'heure, j'avais une gaussienne N01 ici. Là, je me retrouve avec ce type de loi. Là, c'est la densité. Là. Okay. Donc je dis la densité s'écrit comme ça. La personne qui a fait son modèle bayésien, il est venu me voir et me dit, voilà ma loi a posteriori. Comment on peut faire? Bon, là, il n'y a pas de forme connue, on va dire, c'est pas une... Enfin, on pourrait remettre ça sous la forme d'une fonction de répartition gaussienne, là, vous voyez, c'est pas compliqué de le voir, mais néanmoins, c'est pas une gaussienne, cette chose-là, c'est une loi qui est un peu sophistiquée. Bon, là, on refait travailler le statisticien parce que il n'y a pas moyen, si on ne connaît pas la loi, il n'y a pas moyen de faire un algorithme qui simule sur cette loi-là, vu qu'on ne la connaît pas. Okay. Lui, il a un peu d'idées créatives. En fait, il ne voit pas cette loi pi là comme une loi de θ en fait. Il voit comme si quelqu'un avait cherché à intégrer entre 0 et 1 un paramètre W en fait. Donc lui, il dit, en fait, je peux l'écrire ça comme une marginale. Je vais écrire cette loi comme une marginale là, c'est évident. Si je pose ces deux lois, pi2 et pi1, comme ça. Bon, je sais qu'il y a des pi qui sont la constante et des pi qui sont des lois. Ok. Mais ce que je veux dire par là, c'est que ces deux lois-là, avec notre hypothèse du départ, on sait en générer. Okay. On sait en générer. Ce que je vais vous montrer, enfin plutôt ce qu'on va utiliser, c'est le fait que si je simule d'abord suivant l'uniforme et conditionnellement à l'uniforme, je simule une gaussienne de moyenne qui vient d'ici, je vais avoir une loi jointe, une réaction de la loi jointe. Et si je regarde que le premier paramètre θ, j'aurai des copies IID du premier paramètre. Une autre idée, peut-être plus familière pour vous, c'est de voir en fait la loi pi comme une loi de convolution. Convolution, là, c'est ça, c'est j'intègre x moins t x par rapport à dx. Bon, ok. Puis encore une fois, les deux lois de convolution qui arrivent ici, c'est pi1, pi2, des lois super simples. Et vous devez savoir, là, j'imagine dans vos cours de proa, vous avez vu ça, que quand on a une loi qui est une loi de convolution, en fait, pour générer une variable, il y a juste à prendre deux variables des deux lois et d'en faire la somme. Ok? Donc c'est ça ce qu'il faut faire là, une fois qu'on a vu ça, le statisticien dit ça vous savez faire, générer de l'uniforme et une gaussienne. Donc il y a deux façons de faire là, qui sont complètement équivalentes. Mais toujours est-il qu'on va pouvoir générer des copies IID de cette loi-là qui à la base n'était pas triviale. Okay. C'est bon? Ok, on y arrive, c'est ça l'exemple qui va être intéressant. Je reprends quasiment la même loi que tout à l'heure, sauf que cette fois-ci, pour une raison inconnue, là, mais disons qu'elle existe,
Je vais intégrer non pas jusqu'à 1, mais jusqu'au minimum entre un certain nombre A et la valeur absolue de θ. Okay. Donc c'est le même type de loi, mais j'ai légèrement changé les choses. Là, je vais représenter ici, là, parce que ça, je sais la calculer point par point. Il y a une différence, bien entendu, entre savoir calculer point par point et savoir, la densité point par point et savoir simuler. Là, je vous montre qu'est-ce que cette collection de lois, à quoi elle ressemble en fait. Là, c'est pas des θ, ça devrait être des A, là, ok. Donc vous voyez, quand je prends mon paramètre petit a qui est petit, j'ai une loi qui est comme ça, une densité qui est comme ça. Puis plus A augmente, plus je commence à avoir des choses qui sont, qui vont aller dans les ailes comme ça. Okay. Donc disons que simplement j'ai un problème de statistique bayésienne avec un paramètre petit a qui me demande en fait de savoir simuler une collection de lois. Okay. Ici là je peux rien dire de particulier sur la loi en termes de représentation. C'est pas une marginale de quelque chose, c'est pas une loi de convolution. Okay. Bon là je l'ai écrit et il n'abdique pas. Le statisticien va toujours essayer. En fait, bon, tout à l'heure j'ai dit que c'était pas une loi de marginale, mais c'en est une en fait par rapport à une variable légèrement différente. Mais en fait on va réécrire, on va faire apparaître une loi jointe ici pour θ et W qui s'écrit comme ça. Donc il y a une indicatrice qui est un peu horrible, mais c'est ce que c'est. Mais en fait, ce qu'on remarque, c'est que les deux lois qui interviennent ici, là, les deux conditionnels, les deux lois conditionnelles, donc des deux paramètres, une fois que j'ai construit la loi jointe, je regarde les deux lois conditionnelles. En fait, on sait ce qu'elles sont, en particulier, c'est des gaussiennes tronquées. Okay. Donc là, je vous ai mis, par exemple, pour le cas petit a égale à 2, les représentations de deux lois conditionnelles. Okay. Vous voyez, pour la loi de θ sachant W, pour W fixé à 1,5, mais en fait, c'est une gaussienne tronquée où on n'a regardé que les ailes, en fait. Okay. Et à l'inverse, pour θ égale à 1, si je regarde la loi conditionnelle de W, j'ai la chose qui est à droite. Okay. Bon, là, il y a un peu l'esprit, on va dire, pragmatique qui arrive. C'est que là, cette loi-là, je ne sais pas la simuler. Je n'ai pas une structure marginale comme tout à l'heure, exactement. Vous voyez, tout à l'heure, ce qui m'avait sauvé, c'est que j'avais écrit la marginale comme ça, pi2, pi1, que je savais simuler suivant pi1 et pi2 et suivant cette loi conditionnelle, donc je m'en étais sorti. Là, c'est un peu plus différent, c'est un peu plus difficile. Je n'ai pas cette structure-là. Je peux l'écrire comme une loi jointe, mais je sais simuler que suivant les deux lois conditionnelles. Il n'y a pas une des deux marginales qui sort et que je peux simuler facilement. Donc c'est ça, l'esprit, on va dire, pragmatique dit, commençons par un θ0 gaussien, il faut bien partir de quelque part, et on va essayer de simuler suivant les deux lois conditionnelles. Ça, c'est un peu comme quand vous allez, quand vous faites de l'optimisation, vous avez une fonction en 2 dimensions, et que vous faisiez, par exemple, on va optimiser par rapport à chaque dérivée partielle. Okay. On va faire comme une marche en zigzag dans l'espace, et on va essayer d'optimiser la fonction. Là, ce que je propose, c'est un peu la même idée. On a un problème en 2 dimensions. Okay. Je ne sais pas simuler suivant cette loi-là, mais l'idée, ça serait de simuler successivement les deux lois conditionnelles et de voir où est-ce qu'on se rend. Okay. Ça, on est d'accord que c'est faisable parce que ça, toutes ces lois-là, c'est juste des lois des gaussiennes tronquées. Donc, ça, on sait le faire. Bon, il y a quand même des choses à dire là-dessus. Le processus aléatoire que je vais sortir d'ici, le θi là, bon, c'est pas indépendant, c'est pas uniquement distribué. En particulier, c'est une chaîne de Markov. Okay. Bon, pourquoi vous voyez bien par exemple que θ0 ici c'est une gaussienne. Il n'y a aucune raison que θ1 ça reste une gaussienne, etc. etc. Okay. Marginalement, je veux dire. Donc là, l'idée des statisticiens, c'est de dire, bon, ok, on va forcer les choses là. Pourquoi on n'utiliserait pas quand même si c'est une chaîne de Markov, si c'est pas une copie ID, c'est un autre type de processus, il est un peu plus difficile à analyser, mais pourquoi on ne pourrait pas l'utiliser? Okay. Au moins, je sais le simuler. Donc c'est ce qu'on propose ici, c'est-à-dire c'est un estimateur à MCMC. Okay. Donc j'ai remplacé ici dans l'estimateur de tout à l'heure des copies qui étaient IID.
parce que là, je ne sais plus faire du IID. Je l'ai remplacé par une chaîne de Markov. C'est juste ça qui s'appelle MCMC. MCMC, c'est pour méthode par Monte Carlo par chaîne de Markov. Méthode Monte Carlo par chaîne de Markov. Malheureusement, l'acronyme ne marche pas bien en français. Là. MCCM, ça ne sonne pas aussi bien. Mais c'est ça qu'on peut avoir l'idée de faire. Mais ça, vous voyez, typiquement, quand je le construis, là, comme ça, quand je vous dis je construis l'aléatoire, mais c'est exactement ça. Là, je sais exactement comment mon processus est construit. Je ne fais aucune hypothèse dessus. Je vais aller à la fabrique d'aléatoire et je vais leur dire faites ça. Donc, je sais exactement ce qu'ils ont fait. Je ne connais pas la réalisation exacte, mais je connais le processus. Bon, là, il y a quand même des gens qui ont fait des trucs intéressants. Et en particulier, on va se rassurer un petit peu, là, juste au début, avant que les problèmes arrivent. Mais en fait, ce qu'on va dire, c'est qu'il y a, pour ce processus-là, une loi des grands nombres, un théorème central limite et des bornes d'erreur comme ça. Okay. Typiquement, ce qui se passe là, pour mes bornes d'erreur, elles sont aussi en 1 sur t. Donc ça, c'est bon. Mais ici, j'ai des constantes qui ne sont pas très bonnes. Okay. Donc typiquement, si je faisais le Monte Carlo, si je pouvais prendre le Monte Carlo, l'estimateur Monte Carlo, il aurait une meilleure constante là, mais la borne d'erreur, le taux de l'erreur est toujours en 1 sur t. Bon là, les trucs qui sont pas bons, c'est ça là, en fait. Okay. L'estimateur est biaisé, alors que le Monte Carlo n'était pas biaisé. Bon. Et surtout, le problème, c'est qu'on augmente la variance. Donc c'était ça que j'avais écrit dans le résumé quand le Club Med avait demandé un résumé pour cet exposé. Là, j'avais dit, en fait, plus un problème est difficile, plus pour le résoudre, on est obligé d'aléatoire, on est obligé d'introduire d'aléatoire. Et plus du coup, on a quand même des systèmes qui deviennent un petit peu genre diffus et difficiles à contrôler. Et ça se voit ici, là. Okay, la variance. Mais il n'y a pas d'autre solution, je veux dire. On ne peut pas faire du Monte Carlo. Donc là, je vais faire une petite illustration de ce qui se passe. Et une fois que j'ai fait mon petit travail théorique, je suis un peu rassuré, j'y vais. Okay. Donc là, j'y vais et je simule quoi? Ici, je simule des estimateurs de ma quantité, là. Okay. Bon, je simule des estimateurs et puis, là, je vous ai dit que je n'ai pas le droit de faire du Monte Carlo. Donc j'ai écrit, je vais quand même regarder la loi hypothétique de l'estimateur Monte Carlo. Comment j'ai trouvé ça? Il suffit juste de calculer numériquement les deux premiers, variance, moyenne et variance de mon problème de tout à l'heure. Et je peux avoir avec le théorème central limite de Monte Carlo l'estimateur que je ne sais pas calculer, mais je sais à peu près sa loi asymptotique. Donc on va dire que c'est comme mon point de repère, là, l'estimateur Monte Carlo. Donc j'y vais. Et donc ça vient de mon ordinateur, là, il y a de l'aléatoire ici. Okay, c'est une estimation empirique. Vous voyez là, le bias semble-t-il disparu, okay, donc on est plus dans la phase de convergence. Mais la variance, c'est pas bon là. Okay, vous voyez que j'ai un excès de variance. Bon, ce que j'ai dit ici, c'est que quand on va Monte Carlo avec une chaîne de Markov, effectivement, il faut soit être plus chanceux ou soit être plus riche. Ce que je veux dire par plus riche, c'est que il faudrait que j'ai une plus grande chaîne de Markov pour rattraper le retard que j'ai pris en introduisant de l'aléatoire. Bon, il se trouve qu'on est ni dans un cas, plutôt qu'on ne veut pas être dans ce cas-là en tant que chercheur, on n'aime pas trop la chance, et on n'est pas riche. Donc en fait, c'est pas bon. Bon là, j'ai dit qu'il faudrait une chaîne de longueur de 4T parce que la variance de l'estimateur Monte Carlo, elle est à peu près 4 fois plus faible que celle de MCMC. Mais en fait, le problème devient de pire en pire là. Quand je change A, j'avais mon petit paramètre A tout à l'heure, là on aime bien toujours avoir un paramètre qui rend le problème plus complexe. Donc là, quand j'augmente petit a, je me retrouve avec un problème plus complexe pour la chaîne de Markov. Et là, vous voyez, c'est catastrophique. Quand A devient grand, vraiment, je perds beaucoup là. Okay. Bon, en fait, on peut... Ça, c'est un exemple que j'ai fait, je l'ai fait là, hier, ce truc-là. Puis, tu sais, moi, je pense que il y a une relation entre la variance des deux, là. Ça semble bien être le cas, entre la variance de l'estimateur MCMC et Monte Carlo. On voit bien que plus A augmente, plus J perd là. Puis on a un truc polynomial qui va sortir. Ça, il faudrait le montrer si vous voulez, venir travailler cet été là. Un petit exemple joué. Alors une illustration sur la chaîne en question pour A égale 2 et A égale 10. Okay. Donc là, j'ai représenté la chaîne. Vous vous rappelez, on faisait θi, wi, avec les lois conditionnelles, on a avancé. Effectivement, là, vous pouvez voir, c'est plus clair à mon avis ici, mais vous voyez qu'on a une dynamique qui est un peu comme ça, là, qui s'ennuie un peu dans l'espace. Ici, ce que j'ai représenté, c'est j'ai représenté la loi marginale. Je peux l'évaluer point à point, je vous avais dit tout à l'heure.
Et ici, ça, les points rouges, c'est les réalisations que des θ. Okay, bon, ça peut peut-être vous rassurer en disant que mes algorithmes sont... que la théorie qu'on avait, on a atteint le régime qui me permet de dire que bon, cette chaîne-là va générer des réalisations de cette loi-là. Bon, alors là, il faut vraiment que je me dépêche. Mais c'est pas satisfaisant, quoi. Ce résultat-là, il est vraiment pas bon. Si j'ai un problème trop compliqué, le niveau d'aléatoire que je dois engendrer pour le résoudre me fait exploser. Ok ? Je vais avoir vraiment beaucoup d'argent pour le résoudre. Donc là, je vais arriver avec un théorème que certains d'entre vous ont vu si vous avez fait un cours de statistique mathématique, théorème de Rao-Blackwell, qui me dit la chose suivante. Donc ça, c'est on va dire un transparent qui n'a rien à voir avec ce qui vient avant. Entre guillemets, si j'ai un estimateur d'un paramètre θ d'un modèle statistique et que j'ai t de i une statistique suffisante pour θ, à ce moment-là, si je considère un estimateur, on va dire Rao-Blackwellisé, c'est-à-dire un estimateur dont je vais prendre l'espérance conditionnelle par rapport à tx, vous avez un estimateur initial et je l'améliore, entre guillemets. Plutôt, je le transforme. Okay, je le transforme, théorème de Rao-Blackwell, qui est aussi intéressant que facile à montrer, il faut le dire, nous dit que le risque, ou du moins l'erreur que je fais avec l'estimateur transformé, est jamais pire que celle-ci. Et avec une inégalité stricte si l'estimateur initial ne dépend pas des statistiques exhaustives. Donc ça, vous voyez, c'est une technique en statistique qui n'a rien à voir avec les chaînes de Markov, avec les méthodes de Monte-Carlo, pour comme améliorer un estimateur existant. Mais il y a quand même un lien, en fait. Parce que là, qu'est-ce que j'ai fait? Vous voyez, quand je prends l'espérance ici, ben, l'espérance, c'est une intégrale. L'intégrale, quand on voit l'intégrale, toujours on se dit, bah, l'aléatoire, l'intégrale, elle enlève de l'aléatoire. J'intègre un peu l'aléatoire du système. Donc dès que j'intègre, bah oui, si je pouvais tout intégrer, j'aurais la valeur du début qu'on cherche là. Okay, mais intuitivement, là, on peut se dire, bah, la variance de cet estimateur-là, elle va être plus petite que celle-là, celui de celle-là, parce que j'ai intégré. Donc ça, c'est une technique qui permet, quand on intègre partiellement de l'information aléatoire comme ça, c'est une technique qui permet de réduire la variance des estimateurs. Bon, moi, j'ai fait un calcul, toujours sur mon exemple, qui me dit que la moyenne conditionnelle de θ sachant W, pour mon exemple difficile de tout à l'heure, cette formule-là. C'était compliqué un peu à calculer, puis c'est assez long à coder aussi, mais relativement à ce que ça va me faire gagner, c'est rien du tout. Okay, donc ça, je sais la calculer point à point pour chaque W et chaque A. Et moi, ce que je vais dire, c'est plutôt d'utiliser cet estimateur MC de base, là, je vais venir calculer l'estimateur comme un peu où j'ai intégré de l'aléatoire ici. Donc j'en ai enlevé. Et évidemment, pas difficile de prévoir, mais on peut le montrer rigoureusement, que la variance de mon nouvel estimateur, donc celui-ci, vous voyez, j'ai réduit la variance. Mais ça, c'est le type de résultat qu'on a toujours dans nos méthodes, là, qui est un peu frustrant parce que quand on dit ici, là, inégalité, ça pourrait être genre 1 moins 1 epsilon. Ou un truc qui me dit, ok, tu vas pas faire pire, quoi. Mais ce qu'on aime mieux, là, c'est les choses quantitatives. On dit, ouais, tu vas pas faire pire que 2 fois moins que l'autre. Ok. Bon, là, il reste des calculs à faire, mais moi, je me suis dit, je vais faire des simulations, puis je vais me faire une idée là-dessus. Là, j'ai simulé, dans le cas A égale à 2, on va dire la convergence des estimateurs Monte-Carlo pour l'estimateur de base et pour celui que j'ai intégré. Ok. Bon, ça se voit à l'œil, là, que j'ai moins de variabilité dans le deuxième. Ici, là, j'ai représenté des choses intéressantes. Le rapport des variances, donc je savais déjà théoriquement que c'était plus petit que 1. Et je vois en fait que même quand je prends un A qui est assez petit, en fait, je deviens vraiment, vraiment meilleur. Entre guillemets. Mais il y a mieux que ça, en fait. Si maintenant je regarde la variance de l'estimateur Rao-Blackwell par rapport à la variance du genre Gold Standard Monte-Carlo, il y a un moment donné où le problème il devient tel que l'estimateur que j'ai construit avec ma chaîne de Markov, mais que j'ai intégré par la suite, il devient meilleur. Là, c'est 1, ici, en échelle log, là. Okay, donc, c'est incroyable parce que au début, on disait, ah, Monte-Carlo, c'était quand même simple. Oui, c'est vrai, c'était simple, on avait des résultats théoriques faciles, c'était facile à simuler. Mais là, je vous montre qu'en faisant une chaîne de Markov et en enlevant l'aléatoire superflu, j'arrive à faire des trucs meilleurs que Monte-Carlo. Okay, là, j'ai pris le cas 1 sur 10, donc très proche de 0. Je me doute que... Bon, là, vous voyez... Ah oui, c'est ça. Là, on ne voit pas bien comment on gagne parce que les échelles sur les Y sont différentes. Mais il y a un moment de jouissance quand on arrive et qu'on voit ça. Donc là, j'ai mis sur la même échelle
Puis vous voyez que mon estimateur MCMC, là, ça va mal par rapport à celui-là. Okay, une belle illustration là de... Bref. Ok, mais c'est ça, dans le fond, j'en arrive à la fin. Il y a beaucoup de travail à faire là, hein. On a dit peu de choses finalement, mais j'ai essayé de présenter une idée qui permet de... Comme quand j'ai un problème trop compliqué, je suis obligé d'introduire l'aléatoire, mais l'aléatoire que j'ai introduit, je peux aussi l'intégrer, ou je peux aussi le rendre, le contrôler d'une façon qui va me rendre un résultat qui n'est pas si mauvais que ça au final. Ok. Donc pour récap, j'ai dit, bon, on connaît très bien l'aléatoire du processus puisqu'on le construit. Ça c'est bon. Okay, c'est-à-dire que si je ne suis pas capable d'aboutir à un résultat théorique, bah, je vais changer la construction. Okay, puis j'aurai pas de doute là, oui, ça va se passer comme ça. Bon, ceci dit, connaître l'aléatoire, ça ne signifie pas réduire l'incertitude. C'est plutôt le contraire. Plus j'ai de l'aléatoire, plus j'ai de l'incertitude. Mais au moins, je le connais. Bon, on permet d'avoir des résultats précis, ok. N'évite ultimement pas le passage au casino, mais permet de limiter les dégâts. Si jamais on a fait un bon travail, on devrait connaître à peu près, on pourrait être capable de réduire un peu nos incertitudes. C'est ce que j'ai montré à la fin. Donc les gens en statistique bayésienne, ils veulent avoir des estimateurs qui sont convergents avec une variable faire possible et simulables de façon efficace. Donc ça, c'est comme genre à chaque fois les différents paramètres qu'il faut considérer quand on écrit un estimateur ou un processus. Et ce que je voudrais finir par dire, c'est que les techniques pour accélérer la convergence des chaînes de Markov, réduire la variance des estimateurs, donc ce que j'ai essayé de faire ici, là j'étais plutôt ici, mais je pourrais être aussi ici. Je pourrais dire là mon processus en zigzag là qui fait que j'ai beaucoup de corrélations quand A est grand, ben, je pourrais l'améliorer en fait. Donc je pourrais accélérer la convergence des chaînes de Markov. En fait, ça c'est des thèmes de recherche qui sont à cheval à plein de domaines, là, donc j'en liste certains, mais je pense que c'est un domaine de recherche intéressant parce qu'on voit relativement, on explore différents types de recherche en mathématiques et en statistique, et de ce point de vue-là, les gens viennent souvent avec des excellentes idées, puis vous voyez là par exemple, Rao-Blackwell, ça n'a rien à voir avec des processus. Pourtant, on peut l'utiliser dans ce cas-là pour... voilà. Donc, il y a beaucoup de choses qui viennent de physique mathématique qu'on utilise en chaîne de Markov. Donc voilà, je pense que ça conclut un peu mon exposé là. Donc,